Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce rendez-vous de la fiscalité et de l'innovation organisé par Deloitte Tage et tout son département financement de l'innovation. Alors, je crois que c'est la 14e édition en direct, donc organisée par les experts de Deloitte Tage, mais c'est la première en webconférence. La deuxième, plus exactement, voilà. Excusez-moi pour les raisons que vous imaginez. Je suis un peu ému de vous retrouver ici, donc en studio pour cette deuxième édition, donc 100% webconférence en direct en studio. Alors, vous êtes près de 150 branchés ce matin à nous avoir rejoints, principalement issus des directions financières et fiscales d'entreprises, mais aussi des représentants de bureaux d'études ou des chercheurs. J'en profite pour dire que vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions tout au long du chat à nos interlocuteurs. Ils y répondront à l'issue, évidemment, de cette émission. Donc, n'hésitez pas à déposer vos questions sur le chat. Alors, le programme, on aura trois séquences donc aujourd'hui avec les experts de Deloitte Tage autour principalement donc, du CIR et de l'IP Box. D'abord, un point donc sur la R&D externalisée dans le cadre du CIR avec Sandrine Rudeau et puis Jean-Charles Rony. Ensuite, les dernières actualités en matière d'éligibilité, donc des travaux au CIR avec Lionel Draghi. Et puis, un point avec Lucille Chabanel sur le SICO, le crédit impôt collaboration de recherche publique-privée, qui est peut-être finalement la grande nouveauté aujourd'hui autour du CIR donc cette année. Et puis enfin, troisième séquence pour conclure, donc je le disais, sur la fiscalité des brevets et des logiciels avec l'IP Box et le lien qu'on peut en faire évidemment avec le CIR. Et là, nous retrouverons également donc Sandrine Rudeau et Jean-Charles Rony, avec lesquels nous allons donc pouvoir démarrer notre première séquence donc sur cette prise en compte de l'externalisation de la R&D dans le CIR. Alors, pour vous présenter Sandrine Rudeau, bonjour. Bonjour Arnaud. Merci donc d'être en notre compagnie, vous qui êtes avocate associée chez Tage et responsable du département contentieux fiscal. Voilà. Et puis Jean-Charles Rony, bonjour. Bonjour Arnaud. Avocat et associé en fiscalité de l'innovation. Et puis vous êtes aussi très expert dans la mise en place et la gestion du régime fiscal en faveur des brevets logiciels, donc l'IP Box dont on parlera tout à l'heure en fin d'émission. Allez, on va démarrer avec vous si vous voulez bien mon cher Jean-Charles. D'abord, beaucoup d'actualités sur cet aspect du CIR et de l'externalisation de la R&D. Si je vais résumer, il y a eu pas mal de contrôles, il y a eu pas mal de contentieux et pas mal de commentaires aussi sur le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Là, est-ce qu'on a planté le décor en quelque sorte? Oui, alors en fait, le sujet de la sous-traitance dans le CIR est un sujet un petit peu récurrent et on y revient, vous l'avez noté, assez fréquemment, que ce soit dans nos clubs ou donc dans ce type d'événement. On trouvait intéressant par rapport à l'actualité de faire un point finalement sur deux aspects de la sous-traitance qui, comme vous l'avez dit, est un sujet assez discuté dans le cadre des contrôles, voire des contentieux. L'appréciation de l'éligibilité d'abord au niveau des donneurs d'ordre, qui est quand même un sujet un petit peu sensible, et puis on va dire l'éternel débat sur la répartition du CIR entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Alors, sur ce premier sujet de l'éligibilité des travaux de sous-traitance, est-ce qu'il y a eu des commentaires, il y en a eu pas mal, sur de l'administration assez récent paru dans le BOFIP? Alors oui, effectivement, on a un BOFIP de juillet dernier qui a été pas mal refondu sur le CIR et notamment sur les dépenses de sous-traitance. On voit en fait que les dépenses de sous-traitance est un sujet sur lequel l'administration est revenue et en fait on a une grille de lecture qui a été un petit peu modifiée, je dirais, avec trois, comme vous voyez d'ailleurs, je pense à l'écran qui s'affiche, trois types de R&D. Donc quelque part, ça, ce que vous avez là, c'est le tableau qui figure dans le BOFIP. Et en fait, je dirais qu'on peut voir ce tableau de deux manières, une manière positive et une manière peut-être un peu plus négative. Manière positive, c'est qu'on voit, c'est la deuxième ligne, une ouverture enfin de la R&D sur ce qu'on appelle la collaboration. On sait que les collaborations, c'est un mode, un partenariat qui est souvent privilégié entre le public et le privé. Or, il y avait des incertitudes sur la prise en compte de ce type de contrat dans le CIR, notamment parce que l'administration fiscale avait tendance à considérer qu'il n'y avait pas de travaux confiés au sens du CIR et donc pas d'éligibilité. Le fait, je dirais, qu'on ait enfin cette ouverture officielle dans le BOFIP au partenariat, on cite par exemple les CIFRE, les contrats CIFRE ou autres, c'est une bonne nouvelle, c'est une avancée qui va sécuriser un petit peu, je dirais, ce secteur. En revanche,
et vous voyez également ça sur le tableau, l'appréciation des travaux dits de techniques qui sont confiés avec une obligation de résultat, c'est également mentionné, nous laisse un peu perplexe sur la façon dont ça va être appréhendé finalement en pratique par le vérificateur. Est-ce que finalement ça va pas permettre au vérificateur de sortir une partie de travaux dits techniques comme des tests ou de la sous-traitance, alors même qu'on a une jurisprudence sur laquelle on va revenir qui valide un petit peu ces types de travaux ou ces types de tâches. Donc je dirais pour résumer qu'on a une avancée dans le BOFIP, mais qu'il va falloir attendre un petit peu les contrôles pour voir comment, on va dire, la grille de lecture est appréciée par l'administration. Oui, voilà, comment ce sera donc apprécié en termes de contrôle, cette grille. Alors, au-delà du BOFIP, qui laisse effectivement encore certaines zones d'interrogation, c'est ce que vous disiez. La jurisprudence récente, là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur donc, cette éligibilité chez le donneur d'ordre? Est-ce que là, il y a eu des choses intéressantes qui ont été à relever ces derniers temps? Alors oui, vous vous souvenez qu'en 2020, on a eu un arrêt quand même assez important sur, on va dire, l'appréciation justement de l'éligibilité au niveau des donneurs d'ordre, c'est l'arrêt FNAMS. Cet arrêt, en fait, il a posé un considérant de principe qui est de dire que l'éligibilité des travaux au niveau du donneur d'ordre s'apprécie finalement, qui sont externalisés, pardon, eh bien, elle s'apprécie par rapport, je dirais, à l'ensemble de son opération, c'est-à-dire que dès lors que les travaux sont nécessaires à la réalisation de l'opération de R&D au niveau du donneur d'ordre, ces travaux sont éligibles, quand bien même intrinsèquement, ces travaux en eux-mêmes ne seraient pas des opérations de R&D. Alors justement, l'AFNAM, c'est intéressant, c'était une histoire de sélection de semences pour des tests qui effectivement avaient été confiés à un prestataire et qui s'étaient donc révélés absolument indispensables. Cette jurisprudence, est-ce qu'elle est aujourd'hui bien connue des entreprises et des praticiens? Et ça veut dire, est-ce qu'elle a été reprise en quelque sorte dans d'autres décisions, Jean-Charles? Alors oui, on peut dire que la jurisprudence FNAM, ça fait des petits en 2021. On s'est amusé à regarder un petit peu le panorama de jurisprudence, notamment des juridictions du fond, tribunaux administratifs en tête. Et on voit que plusieurs tribunaux ont repris le considérant texto, ce qui veut dire qu'en fait, on a un petit peu un changement de prisme, en tout cas par le juge, sur l'appréciation de l'éligibilité des travaux sous-traités. On n'est plus sur le critère systématique de opération de R&D nettement individualisée qu'avait tendance à mettre en avant systématiquement l'administration pour un petit peu, je dirais, cantonner l'éligibilité de la sous-traitance. On va être de plus en plus sur le critère du caractère indispensable ou pas des travaux sous-traités. Donc c'est à mon avis là-dessus que maintenant la charge de la preuve et les contentieux vont peut-être se nourrir dans le futur. Alors ayant dit ça, on voulait s'arrêter sur deux décisions en particulier. Il y en a une première, qui sont tous les deux d'ailleurs du tribunal administratif de Montreuil. Nous en avons une première qui est la décision Canal+ de mai 2021, qui est intéressante parce que donc elle reprend le considérant FNAMS et ça lui permet de dire que les travaux qui sont confiés, on n'avait pas le détail dans le jugement, dès lors qu'ils sont nécessaires, encore une fois, à la R&D du donneur d'ordre, sont éligibles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a validé la sous-traitance qui était là, réalisée en mode régie. Et vous savez que la régie, c'est quelque part, on fait appel à un prestataire qui, quelque part, donne sa main-d'œuvre qui vient dans les locaux du donneur d'ordre, sans qu'il y ait forcément de travaux bien précis et prédéfinis en amont. Donc ça, je dirais que c'est une avancée très importante parce que la validation des régies permet, encore une fois c'est un tribunal administratif, donc on va devoir attendre quand même des confirmations, mais ça va permettre de sécuriser tout un pan de la sous-traitance qui est souvent réalisé en mode régie. Je pense notamment à certaines industries qui ont pas mal recours à ce type de sous-traitance. On a tout vu? Ça, c'est la première décision. Voilà. Et la deuxième, toujours Montreuil? Toujours Montreuil. Cette fois, c'est dans le cadre d'un prestataire, d'un éditeur de logiciel qui avait sous-traité des travaux. Donc là, pareil, reprise du considérant FNAMS. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le jugement indique un autre critère, le fait finalement que le donneur d'ordre soit en capacité ou pas de réaliser lui-même les opérations de R&D sous-traitées n'est pas un critère, contrairement à ce qu'avait voulu indiquer apparemment l'administration dans le cadre de ce contrôle. Donc ça, je dirais que ça tue un peu la distinction qu'avait voulu essayer de faire le ministère de la Recherche dans un guide il y a 2 ans entre sous-traitance de spécialité et sous-traitance de capacité. On n'a jamais vraiment d'ailleurs bien compris la différence. Donc voilà, donc pour résumer, des approches qui sont de plus en plus, je dirais, pragmatiques au niveau des tribunaux, qui vont dans le bon sens,
qui bien sûr doivent être confirmés. Bon, ben parfait. Ben, merci à vous, donc Jean-Charles. Hein, voilà, intéressant donc sur cet aspect de la régie, hein, et Ouais. puis de la non-segmentation en quelque sorte des tâches. Alors, Sandrine Rudeau, je me tourne vers vous. Donc, venons-en maintenant à la deuxième difficulté qu'évoquait tout à l'heure Jean-Charles, qui est cette répartition, évidemment, hein, du CIR entre donneurs d'ordre et sous-traitants agréés. Alors, je crois qu'il y a eu là aussi pas mal de débats, hein, sur le sujet depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez un peu nous rafraîchir la mémoire, si je puis dire? Oui, très volontiers. C'est effectivement un vaste sujet. Ouais. En fait, l'enjeu pour l'administration fiscale et pour le juge, c'est une préoccupation partagée, c'est d'éviter qu'il y ait une double prise en compte d'une même dépense à deux niveaux, au niveau du donneur d'ordre et au niveau du sous-traitant. Alors, le principe, on le connaît, hein, c'est que quand un sous-traitant est agréé, Ouais. en principe, c'est le donneur d'ordre qui prend en compte dans son CIR les dépenses qu'il a confiées à son sous-traitant. Mais les choses ne sont pas aussi binaires et certains sous-traitants ont voulu, dans certains cas, pouvoir, eux, prendre en compte des dépenses qu'ils estimaient avoir exposées pour leur propre compte. Alors, l'administration l'a refusé pendant ces contrôles et ça a donné lieu à beaucoup de contentieux, donc on ne va pas refaire toute l'exégèse, mais pour résumer, on peut dire qu'il y a un mode d'emploi qui a été donné par une cour administrative d'appel il y a 2 ans et que le Conseil d'État vient de censurer ce mode d'emploi. Alors justement, par conséquent, Sandrine, avec cette décision du Conseil d'État, est-ce qu'on sait exactement où on en est aujourd'hui, ou est-ce qu'on reste encore un peu dans le flou et dans des difficultés à interpréter cette répartition? Ben, on reste encore dans le flou. Donc, pour comprendre en fait cette décision du Conseil d'État, qui est la décision Soprasteria, il faut remonter un tout petit peu en arrière. Ce que le Conseil d'État avait précisé, ça a déjà été exposé dans des précédentes conférences, hein, donc je ne vais pas passer du temps là-dessus, c'est qu'en fait, dans certains cas, un sous-traitant peut... il a dit un sous-traitant normalement ne peut pas déduire des dépenses, c'est le donneur d'ordre qui le fait, le texte est prévu pour ça. Un peu plus tard, la Cour administrative d'appel rend 2 arrêts intéressants où elle pose un principe, elle reprend ce qu'a dit le Conseil d'État, mais elle introduit une exception et elle dit en fait un sous-traitant va pouvoir prendre en compte dans son CIR les dépenses qu'il a engagées pour son propre compte quand 3 conditions cumulatives sont remplies. Première condition, la Cour nous dit les dépenses doivent être nettement individualisées. Deuxième condition, il faut que le sous-traitant assume la charge financière de la dépense, ça veut dire qu'il ne doit pas la répercuter intégralement chez le donneur d'ordre. Et troisième condition, il doit conserver la propriété et l'usage des résultats. Alors, nous, praticiens, on était bien ennuyés par ces arrêts de cour administrative d'appel. Pourquoi on était ennuyés? Parce qu'ils sont favorables aux entreprises. Très bien. Mais ils posent des principes qui, dans l'absolu, ne nous conviennent pas, parce qu'on les trouve gênants. Et l'administration ne se pourvoit pas en cassation. Donc là, nous, praticiens, on se dit « Ah bah super, ça veut dire que l'administration est d'accord avec les principes qui ont été posés. » Et non, l'administration, à l'occasion de contrôles, nous glisse discrètement qu'en fait, elle considère que ce sont des arrêts d'espèces et qu'elle n'est pas liée. Donc on se retrouve dans une situation compliquée. Quelques mois plus tard, la société Soprasteria, elle a aussi son affaire qui est jugée par la Cour de Versailles avec les mêmes principes, mais une application, cette fois, défavorable. Et elle se pourvoit en cassation. Donc, en soi, ça, c'est une bonne chose. Et ce que nous dit le Conseil d'État, voilà où on en est, en fait, hein, Arnaud. Le Conseil d'État nous dit le deuxième critère lié à la répercussion, l'absence de répercussion, n'est pas valable. Alors, effectivement, ce deuxième critère, mais restent les 2 autres. Le Conseil d'État ne s'est pas véritablement prononcé de manière noire sur blanc, et vous disiez à l'instant que ces critères continuent de poser problème. En quoi, si on devait résumer, sont-ils gênants aujourd'hui dans la pratique? Alors, les 2 critères, en fait, on ne sait pas très bien aujourd'hui comment la Cour de Versailles, qui va réexaminer l'affaire, va en tenir compte. Le rapporteur public dans Soprasteria nous dit que ça peut être des indices pour apprécier si les dépenses ont été confiées ou pas. Ce qui est difficile dans ces critères, c'est que quand on parle notamment de prestations nettement individualisées, nous, la question qu'on se pose en étant praticien, c'est comment on fait
pour individualiser ces prestations? Quel va être le degré d'exigence de l'administration et du juge? On va évidemment regarder les contrats, on va regarder les cahiers des charges, mais ça veut dire en fait qu'il va falloir peut-être plus documenter qu'on le fait aujourd'hui. Et on voit bien qu'en fait, les donneurs d'ordre et les sous-traitants doivent se parler pour savoir qui prend en compte la dépense. Mais pour qu'ils puissent se parler et qu'ils s'informent mutuellement en se disant « c'est moi a priori qui prends la dépense ou c'est toi », encore faut-il qu'ils aient un mode d'emploi qui soit clair. Donc savoir se parler, savoir s'informer mutuellement, qu'il n'y ait pas de double prise en compte, hein, et donc ce fameux mode d'emploi qui soit clair. Pour bien résumer, merci d'avoir été en notre compagnie. Je pense que nous avez bien expliqué. Vous aviez d'ailleurs préparé, je sais, un petit slide, hein, Soprasteria, donc quid chez les prestataires agréés. Alors, ma chère Lucille Chabanel, qui nous a rejoint, donc avocate associée chez Tage. Au vu de ce qu'ont présenté, donc Sandrine et Jean-Charles, est-ce qu'il faut s'attendre à une évolution des axes de contrôle de l'administration? Alors, j'ai envie de poser la question à, comment dirais-je, la praticienne de terrain que vous êtes, vous qui dirigé d'ailleurs une soixantaine de professionnels, hein, chez Deloitte Tage sur les sujets du financement de l'innovation et des transitions. Votre appréciation, votre analyse? Bonjour Arnaud, merci de cette question. Peut-être deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première, en revenant sur le point de Jean-Charles et la sous-traitance agréée avec FNAMS, les tâches indispensables. Bien depuis à peu près une saison, donc, et notamment toutes les rapports d'expertise et propositions de rectification de la fin de l'année 2021, on a bien vu que désormais, tant les experts du ministère que les vérificateurs des DIRCOFI et de la DVNI intégraient cet élément-là, avec des phrases, quand ils rejetaient, avant ils rejetaient essentiellement parce qu'on n'avait pas démontré qu'il y avait des verrous ou des vraies avancées technologiques. Maintenant, de plus en plus, ils précisent que la société n'a pas démontré l'existence de verrous ou le caractère indispensable. Et là, vous retrouvez ce qu'on a discuté avant avec le BOFIP. Donc ça, c'est très heureux. Et ça a une conséquence très pratique. C'est que pour moi, maintenant que sur le principe, c'est beaucoup plus clair et aussi plus favorable, on s'en réjouit aux entreprises, ça va déborder le débat lors des contrôles sur le terrain de la preuve. Ça veut dire qu'on va devoir faire des efforts sur les justifications, régie par régie, prestation de test par prestation de test, plus encore qu'avant. Et ça peut être assez laborieux, donc sur ce caractère absolument indispensable, hein, en quelque sorte, à effectuer. Merci donc à vous. Restez en notre compagnie, ma chère Lucille, parce que nous allons avoir notre deuxième séquence consacrée notamment à ce fameux psycho dont vous allez nous parler. Merci à vous, ma chère Sandrine. Merci à vous, Jean-Charles. On se retrouve, nous, dans un instant pour la deuxième séquence, donc, avec Lionel Draghi et Lucille Chabanel. Merci. Voilà, retour donc au plateau pour notre deuxième séquence consacrée à la fois aux dernières évolutions en matière de conditions d'éligibilité donc des travaux au CIR avec Lionel Draghi que je présenterai dans un instant et puis donc Lucie Chabanel, hein, je le disais tout à l'heure, nous reviendrons donc sur à la fois la loi de finances, hein, les dernières évolutions qu'on a pu avoir en matière de loi de finances et puis ce fameux SICO, hein, ce nouveau crédit d'impôt pour les collaborations de recherche publiques-privées, voilà, les organismes publics ou assimilés. Hein. Alors, mon cher Lionel, je me tourne vers vous, vous qui êtes associé chez Tage également, mais
ingénieur, et ça ce sera intéressant d'avoir le point de vue de l'ingénieur aujourd'hui, ce matin, sur donc les conditions d'éligibilité des travaux de recherche au CIR. Vous êtes, vous, un spécialiste de ces problématiques d'éligibilité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé donc, sur le front de l'éligibilité des dépenses de R&D au CIR, ou pas trop finalement, peu de nouveautés sur ce terrain-là? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Lionel Draghi? Non, c'est pas une grosse année, on a une récolte qui est assez faible. On a un guide du ministère de la Recherche qui est paru il y a peu avec peu de modifications, comme rarement on a eu. Enfin voilà, on pourrait presque dire que c'est une année ennuyeuse. Bon, par contre, il y a quand même eu de notre point de vue, il y a quand même eu une grosse évolution, c'est que les modifications de la doctrine administrative, donc en juillet, ont entériné les nouveautés qu'avaient apportées les guides du ministère de la Recherche les années précédentes. Et parmi ces nouveautés, il y avait l'usage assez intensif des 5 critères de Frascati dont on a déjà parlé. Alors on va en parler de nouveau, et je pense que ce ne sera pas du tout ennuyeux, que là on sera finalement sur une bonne récolte et un bon cru. Est-ce que vous saviez que les critères de Frascati, c'est une petite ville en Italie, dans le Latium, près de Rome, et c'était dans les années 60, je crois que c'était sous la houlette à l'époque de l'OCDE, et c'était fait surtout de manière statistique, et puis ça a été employé par l'administration fiscale comme une référence dans la définition des opérations de R&D éligibles ou pas au dispositif du crédit impôt recherche. Alors, est-ce que ça, c'est donc ces fameux critères, ils sont d'ores et déjà utilisés par l'administration ou pas? Oui, ils sont utilisés. On a déjà des exemples, donc on peut en montrer un qui provient d'une expertise qui est assez récente, qui a eu lieu en 2021, dans laquelle justement les critères sont utilisés comme un moyen d'exprimer la synthèse. On a un rapport d'experts qui, comme à l'habitude, détaille tout ce sur quoi il est d'accord et pas d'accord. Et puis à la fin, on a cette grille là qui est projetée en ce moment, avec une notation qui est pas terrible. Donc là, on peut se douter que l'expert il a eu un avis négatif sur le sujet. Et donc, comment présente-t-il les choses? Il reprend les 5 critères, il donne une petite phrase d'explication que vous avez dans la colonne, comme ça l'interprétation des critères est pas trop susceptible de variation. Et puis, il dit s'il est satisfait ou pas, s'il a retrouvé ça dans la documentation. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un contrôle, un exemple réel. Alors, Lionel Draghi, et vous avez vu, ou peut-on imaginer, pouvez-vous imaginer d'autres usages finalement de ces critères? Alors oui, on a vu d'autres usages, et on a vu des tentations d'autres usages, et il y en a certains qui nous paraissent judicieux et d'autres qui ne le sont un peu moins. Alors allons-y. Oui, allons-y. Donc la première possibilité, effectivement, c'est de l'utiliser comme checklist. Donc c'est ce qu'on a vu à l'instant dans la partie gauche de l'écran. Donc ça, pour nous, c'est un bon usage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le travail de rédaction, faire une petite vérification en prenant l'œil de l'expert, en se posant les mêmes questions que lui va se poser. Est-ce que je démontre bien la créativité, la nouveauté, etc. Ça, c'est un bon usage et c'est relativement facile à faire. Il y a un deuxième usage qui est un peu plus discutable, qui est celui d'usage en tant que grille de notation. Donc j'y reviendrai après. C'est un peu plus discutable. Là, la tentation est amorcée par l'expert dans la partie droite du tableau, là où il mettait les notations. Il est resté à quelque chose de très simple. Oui, non, peut-être. Donc là, ça va. Si on commence à vouloir avoir une grille de notation un peu plus sophistiquée, je pense que là, les critères de Frascati vont trouver leurs limites. Dans les autres usages que l'on peut envisager, il y a le simple fait de se servir du vocabulaire dans la maïotique de l'éligibilité. C'est-à-dire notre métier à nous au quotidien, c'est de faire accoucher l'argumentaire par les ingénieurs des sociétés qui réalisent le CIR en question. Donc on a un dialogue et c'est pas un argumentaire qui est évident à faire accoucher. Donc là, on peut très bien se servir de ce vocabulaire-là. C'est-à-dire qu'une fois que la personne nous a raconté son projet, on peut très bien lui dire je vois pas où sont les éléments de nouveauté dans ce que tu m'as raconté. Donc ça peut être une façon de le stimuler pour lui faire sortir. Voilà. Après, il y a d'autres usages qui sont possibles, sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder. On les voit à l'écran là. Alors voilà, pour lesquels on peut avoir une position qui est un peu variante. Il y en a une que l'on a vue, c'est la tentation de répondre à l'expert en reprenant ces critères-là, c'est-à-dire en organisant la réponse avec des chapitres, nouveautés, créativité, etc. Et là, sauf cas exceptionnel, je pense que ce n'est pas une chose à faire. Parce que comme l'usage des 5 critères dans l'exemple qu'on a montré, c'est une sorte de synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, ce que pense l'expert de la documentation technique figurait avant dans le rapport, et il vaut mieux lire soigneusement ça que d'essayer de répondre sur la synthèse. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus.
parce que ça pourrait nous entraîner loin. Ouais, alors, Lionel, l'an passé, autant que je m'en souvienne, vous n'étiez pas très convaincu de l'utilité de ces critères. Est-ce que ça voudrait dire que vous avez un peu changé, que vous avez un peu revu votre position en la matière? Alors, pas complètement. Ouais. Je pense qu'ils prêtent vraiment le flanc à la critique, les critères en question, de plusieurs façons. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant que... D'abord, c'est une position qui est maintenant constante depuis 3 ans du ministère de la Recherche. Et en plus, elle a été adoubée par la doctrine. Donc nous, clairement, en tant que praticiens, on ne peut pas ignorer ces critères. Et par ailleurs, ils ont quand même une utilité, même si je suis assez critique, ils ont quand même une utilité. Donc on ne va pas les faire disparaître du radar. Et il faut savoir s'en servir à bon escient. Voilà. Ce qu'on peut dire comme critique, justement... Voilà, et je crois que vous avez préparé un petit slide, en quelque sorte, messieurs, si on peut le diffuser, sur voilà, les quelques critiques, parce que vous en avez quand même quelques-unes dans la gypsière. Hein. Oui, parce que alors là, c'est assez orienté vers l'usage en tant que grille de notation, Ouais. que je vais expliciter un peu plus. Suivant l'usage qu'on fait, les critiques ne sont pas exactement les mêmes, mais bon, en tout cas, il y a quand même une base qui est commune. Là, la première critique, c'est que ces critères ne sont liés, c'est-à-dire ils ne sont pas indépendants. Et bon, voilà, nous, en tant que scientifiques, on aime bien avoir des critères qu'on fait varier de façon indépendante. Là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il se marche un peu sur les pieds, et en pratique, si vous avez certains de ces critères sur lesquels vous avez une mauvaise note, vous avez toutes les chances d'avoir une mauvaise note sur d'autres critères. Si on prend par exemple les 2 premiers, nouveauté et créativité, on ne voit pas comment on pourrait avoir de la créativité sans qu'il y ait de nouveauté. Donc on s'imagine que là, il y a une forte corrélation. Donc en clair, quand vous aurez une bonne note en créativité, probablement vous aurez aussi le oui qui va bien. Bon. C'est donc pas idéal. On aime bien avoir des critères qui ne se marchent pas sur les pieds. On peut faire d'autres critiques sur l'utilité de ces critères, etc. Là, à nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je vais quand même dire une chose qui est importante, c'est que au sein de ces 5 critères, il y a un critère qui a une importance qui est presque démesurée par rapport aux autres, qui est le critère de démarche systématique. Parce qu'en fait, la démarche systématique, il faut comprendre ici par démarche expérimentale, c'est pratiquement la définition elle-même de l'éligibilité. Donc vous avez un critère parmi 5 qui est vraiment prépondérant. Alors, dans ce cas, quelle grille de notation, finalement, vous paraîtrait meilleure que ces fameux 5 critères? Je sais que vous avez préparé un certain nombre de slides sur quelques propositions, par exemple. Oui, alors allons-y. De ne pas faire trop bavard. Donc voilà. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. C'est-à-dire remonter à la définition de la R&D plutôt que les critères qui sont censés provenir de cette définition. Et donc, la définition de l'éligibilité, elle se caractérise par 2 choses. C'est d'une part qu'on a une problématique scientifique qui est exprimée clairement. Et le problème scientifique, ça veut dire quelque chose. Ça a l'air d'être simple, mais ça veut dire quelque chose. Et secondement, on a justement ces étapes de la démarche expérimentale. Et dans les 2 cas, la définition, elle est très simple. Hein. La définition de problème scientifique, on la trouve dans le Larousse, j'expliquerai ça. Et la définition des étapes de la démarche expérimentale, on la trouve de façon plus ou moins granulaire, partout sur Wikipédia, dans la littérature des historiens de la science, etc. Mais on ne la trouve pas dans la loi. Ce qui est un point qui est intéressant. Donc, nous, ce qu'on propose comme grille de notation, en fait, c'est de partir de ces 2 pieds-là. Ouais. Donc, le premier pied, qui est la problématique scientifique, on va traiter ça avec 2 questions. Le total de ce que je vais vous raconter, ça fait 5 questions, exactement comme les critères de Frascati. Donc, on n'a pas fait une grille plus sophistiquée, simplement, c'est 5 questions qui ne se marchent pas sur les pieds. Il n'y a pas de tuilage. Donc, là, le premier problème qu'on va traiter, c'est est-ce qu'il y a une problématique scientifique qui est caractérisée. Ouais. Donc, on va donc se poser 2 questions qui sont liées à ça et auxquelles on peut répondre plus ou moins suivant l'état d'avancement. Enfin, en tout cas, la première, on peut toujours répondre à la première question. La première, c'est l'expression justement de cette avancée. On voit, en tant que praticien, beaucoup de documentation CIR où ça ne figure juste pas. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire d'un projet, on nous dit beaucoup de choses, mais à la fin, on se dit, mais donc finalement, ils ont travaillé sur un nouvel algorithme de quelque chose, mais il n'y a pas eu un endroit où c'est exprimé clairement. On est en train de mettre au point une nouvelle formulation chimique un nouveau matériau. Enfin, voilà. Donc, cette première chose, elle est importante. La question corollaire que l'on peut exprimer suivant l'avancement du projet, c'est est-ce que, quand je lis la documentation, je suis capable de dire en quoi ce projet a contribué aux sciences. Alors si votre projet vient de commencer, c'est sûr qu'il n'y a pas encore eu de contribution. Mais si votre projet est terminé, normalement, quand vous avez fini de lire la documentation, vous êtes capable de dire, ces gars-là, ils ont inventé une nouvelle formulation de tac, tac, tac. Et
Il y a beaucoup de fiches dans lesquelles on ne trouve pas ça. Alors, deuxième question pour parler de cette problématique scientifique, c'est, ok, un problème est posé, donc est-ce que dans ce que je viens de lire, moi en tant qu'expert, je suis convaincu que c'est une question à laquelle on n'a jamais répondu, et que c'est une question à laquelle on peut répondre d'une façon non triviale pour l'homme de l'art, si je puis dire. C'est-à-dire que si c'est une question à laquelle on répond facilement, on ne peut pas appeler ça un problème. Là, je ne vous raconte pas ce que le Larousse dit à propos de la définition du mot problème, mais bon, c'est exactement ça. C'est que si on peut répondre à la question sans qu'il y ait de verrou ou d'incertitude, c'est que ce n'est pas un problème. Donc voilà les deux questions que je vais me poser quand je lis la documentation, qui me permettent de caractériser le fait qu'il y a une problématique scientifique. Ça, c'est les deux premières questions. Et après viennent 3 questions qui sont sur la démarche expérimentale. Et là, on ne va pas faire sophistiqué. On reprend exactement la définition. La définition nous dit la démarche expérimentale, c'est principalement 3 étapes. Et on va regarder si ces 3 étapes, je les reconnais dans la documentation. Voici la première. Alors, la première étape, c'est l'émission d'hypothèses. Un point qui est souvent négligé. Dans notre projet, nous avons fait l'hypothèse que tel algorithme qui avait des mauvaises performances dans telle circonstance, je pouvais l'hybrider avec tel autre algorithme pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, ça c'est une hypothèse, et donc c'est là qu'on va faire preuve de créativité, et souvent ça n'apparaît pas dans la documentation, dans les documentations. Donc là c'est intéressant de dire, voilà, on s'est posé plusieurs questions, on a imaginé différentes solutions, aucune n'était dans l'état de l'art bien évidemment, et on a choisi de partir dans telle direction. La deuxième étape, c'est l'expérimentation. Maintenant que j'ai défini mon hypothèse, je vais vérifier si elle tient ses promesses. Et donc là, on va parler du plan d'expérience, des tirs de performance, de toutes les choses qui sont inhabituelles vis-à-vis d'un développement qu'on dirait plutôt de routine, c'est-à-dire par exemple les protos, comment on les instrumentait, les méthodes de mesure, les méthodes d'analyse, etc. Et le troisième point, c'est qu'une fois qu'on a fait ces expériences, évidemment, il faut analyser les résultats. Et en fonction de l'analyse que l'on fait des résultats, on va en tirer des conclusions, on va remonter aux hypothèses et éventuellement faire des itérations là-dessus. Et donc là, avec ces 5 questions, qui, comme je l'ai dit, ne se marchent pas sur les pieds, on a une évaluation de l'éligibilité intrinsèque du projet. Alors, mon cher Lionel, est-ce que ces critères que vous décrivez sont finalement indépendants d'autres considérations? Je pense notamment, par exemple, à la taille du projet. Ou est-ce qu'il faut en prendre compte? Alors il faut, oui, c'est absolument pas indépendant, c'est-à-dire que si l'expert lit une justification qui lui paraît convaincante et qu'il s'imagine que derrière il y a le travail d'un équivalent temps plein, mais qu'après, dans la partie financière du dossier, il se rend compte qu'il y a 10 personnes qui ont été prises en compte sur ce projet-là, il va se dire, bon là, il y a quelque chose qui ne va pas, enfin l'explication, je manque de matière. Donc bien évidemment, ça c'est une question qui doit être traitée par le côté ingénieur de l'expertise CIR. Parce qu'il faut avoir un regard critique sur le métier pour pouvoir dire ça. Donc, de façon claire, il faut que l'expert se retrouve suffisamment de description par rapport aux enjeux du projet, à ce qui a été investi. Et l'autre chose, qui est une question du même ordre, concerne la sous-traitance, c'est que, surtout après ce qu'on a évoqué précédemment là, dans la conférence, et bien évidemment, il faut rattacher les montants qui ont été sous-traités, il faut les rattacher aux explications techniques qu'on a données. Si par exemple on a confié une étude à un laboratoire, une analyse quelconque, il faut qu'on comprenne en lisant l'histoire à quel moment cette étude était indispensable. Sinon, la sous-traitance pourrait être requalifiée, on pourrait juger qu'elle n'est pas indispensable, et donc voilà. Et encore un slide, je crois, qui était prévu. Un petit point pour terminer. On est bien d'accord que ces 2 grilles ne sont pas à moyenner l'une avec l'autre. C'est-à-dire que la partie sur le périmètre éligible, elle vient donner une information supplémentaire. Mais en fait, si sur les 5 premières questions, on a eu une mauvaise note, c'est-à-dire qu'on a trouvé que le projet n'était pas éligible, la messe est dite. C'est pas la peine de rentrer dans les détails de la suite. De toute façon, ça veut dire que tout va être rejeté. Donc voilà, si jamais on fait une grille de notation, donc on l'a fait en 7 points, les 5 premiers points font une note, les 2 derniers points feront une autre note, et on évitera de les combiner, ou il faudra le faire de façon intelligente. Bon, parfait, merci mon cher Lionel, vous nous l'avez dit de manière tout à fait intelligente. J'ai bien aimé le bon Dieu et les saints. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On viendra vous voir, on aura retenu cette grille simple, pédagogique, bien sûr, et couvrant toute la partie de l'éligibilité de la notation. Merci à vous, mon cher Lionel. Je vais me tourner maintenant vers Lucille Chabanel. Comme chaque année, on va passer en revue l'actualité
l'actualité du dernier projet de loi de finances, même s'il n'y a pas grand-chose là aussi cette année, mais on parlera un peu de gens d'entreprises innovantes et puis de crédit à impôt innovation par exemple. Mais, et là on va en parler tout de suite. Par contre, il y a un gros morceau, et j'ai beaucoup de questions à vous poser, c'est cette mesure importante en matière de fiscalité de l'innovation, c'est ce fameux SICO, le crédit impôt collaboration de recherche, et je le disais tout à l'heure, qui est à destination des dépenses publiques de R&D externalisées dans une collaboration privée-publique. Alors, vous qui êtes donc, je le répète, associé évidemment chez Deloitte Tage, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau crédit d'impôt ou c'est en quelque sorte quelque chose d'à part tout de même? Et d'où vient-il? Quelle en est sa genèse qui fait que tout d'un coup, cette année, nous avons eu le SICO? Je sais que les règles de concurrence européennes ont, eu ont mis leur grain de sel en la matière pour que la France adopte ce SICO. Alors oui, il est à la fois nouveau et ancien, ce SICO. Je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, même si c'est un sujet qui est bien connu. Le CIR français, jusqu'en 2021 inclus, avait un bon élément d'attractivité, qui était le doublement dans le cadre de l'assiette CIR de ce qui était confié auprès du public. Et ce doublement, pour avoir quelques ordres de grandeur en tête, ça représentait 4% de l'assiette CIR au niveau national, soit environ 250 millions par an sur les 7 milliards. Il y a eu une discussion sur un risque d'incompatibilité avec le droit communautaire, on va le dire ainsi. Et donc, il y a un peu plus d'un an, le Parlement a voté, à effet du 1er janvier 2022, la suppression du doublement, avec également la suppression de la majoration de 2 millions. Et donc, tout ceci, ça représente une déperdition, on voit, qui est conséquente, mais qui n'est pas le plus gros de l'assiette CIR, mais qui est plus conséquente, en fait, pour certains secteurs que d'autres. Vous pensez à qui, alors ? Pour prendre un exemple concret, un des amendements à l'origine du SICO cite spécifiquement le domaine des essais cliniques, dont on sait dans le contexte du Covid que c'est important à plein de titres. Et c'est vrai d'ailleurs pour d'autres domaines aussi, notamment les essaimages de tout ce qui est start-up créé dans l'essaimage d'organismes publics ou de recherche académique. Et donc, si vous voulez, il est nouveau ce SICO parce que c'est bien un nouveau crédit d'impôt dans le Code des impôts, mais il n'est pas complètement nouveau parce que c'est quand même aussi une sorte de mesure compensatoire. Comme par hasard, son budget est de l'ordre de 150 millions. Donc c'est-à-dire de 2 la fois fin moins. Du doublement. Plus de 2 fois moins alors. Non, parce que si vous voulez, c'est la part. Au départ. On va y venir. Il y a une bonification par rapport aux 30%. Voilà. Alors, décrivez-moi côté régime et puis qu'est-ce qui est ciblé fondamentalement par ce SICO. Alors, on va mettre à l'écran, là, vous allez avoir une sorte de carte d'identité du SICO. En fait, pour faire simple, il a une sorte de double parenté. Alors moi, je vais quitter les saints et le bon Dieu, je vais aller vers la famille recomposée. Famille recomposée entre le CIR, donc vous avez un bon nombre de concepts qui nous viennent du CIR, et des éléments qui nous viennent de l'univers de la réglementation des aides d'État, le règlement d'exemption catégorielle, dont on a d'ailleurs une mise à jour sous peu. Donc, vous avez en fait à l'écran là différents éléments, mais de quoi on parle? En fait, l'idée, c'est les vraies collaborations. Donc, il a déjà son petit nom, ce SICO. C'est les vraies collaborations. On va y revenir un petit peu après, Arnaud. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui est une vraie collaboration par opposition à une sous-traitance ou à une relation de donneur d'ordre à sous-traitant. Et on a une fenêtre temporelle que vous avez à l'écran du 1er janvier 22 au 31/12/25. Donc il faut que les conventions de collaboration soient signées dans cette fenêtre temporelle. Et on a un premier concept qui nous vient là du droit communautaire. On parle plus d'organismes publics et de structures adossées à des organismes publics ou écoles d'ingénieurs. On parle d'ORDC, nouvel acronyme, Organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Et ça, c'est un concept qui existe déjà dans le droit communautaire, dans le monde des aides d'État, qui peut concerner d'ailleurs aussi des instituts privés, mais qui remplissent un certain nombre de critères sur la diffusion des connaissances. La territorialité, même chose que le CIR, territorialité européenne, espace économique européen. Pareil, la notion de R&D, même topo que le CIR, j'essaye de vous simplifier la vie. Donc on prend les dépenses de R&D et on en déduit, un petit peu comme dans le CIR, les aides publiques, avec un élément de nouveauté, c'est qu'on doit déduire à la fois les aides publiques reçues par l'entreprise qui déclare le SICO, mais également les aides publiques reçues par l'ORDC à raison de ce même projet. Et tout ça dans la limite de 6 millions de dépenses par an. Alors, Lucille, si l'on avance un petit peu, quel est le montant de SICO qu'une entreprise peut obtenir et comment est-il contrôlé? Alors, on a une bonification, mais vous voyez que cette mesure compensatoire, elle ne revient pas au niveau du doublement. Si vous êtes une société autre que PME, votre taux de SICO, il est de 40%, donc on voit qu'on a ce petit bonus par rapport au CIR, dont le taux est de 30%, donc dans la limite de 6 millions par an,
ça vous fait jusqu'à 2,4 millions par an si vous saturez chaque année le plafond avec vos collaborations publiques-privées. Si vous êtes une PME au sens communautaire, là vous avez une bonification plus significative. Votre taux de SICO est porté à 50%, ce qui vous fait un SICO max annuel de 3 millions précisément par an si vous êtes au plafond. Voilà. Et imputation, remboursement, recours au comité CIR, tout ça, c'est copié. Hein, alors tout ça, c'est un copier-coller du CIR. C'est voilà, strict copier-coller, remboursement au bout de 3 ans si on ne paye pas d'impôts, règles de rescrit et règles de recours au comité CIR, copier-coller pour le SICO. Alors, mais comment le SICO et le CIR s'articule-t-il? Est-ce qu'un même contrat avec un organisme académique de recherche, finalement, peut-il être éligible aux deux régimes? Ce qui, entre parenthèses, j'imagine, coûterait un peu cher au budget de l'État. Alors, c'est une très bonne question parce que quand on lit le texte, la plupart des entreprises avec qui on parle s'attendent à ce qu'un contrat tombe d'un côté ou de l'autre, pile et face. Ça ne peut pas tomber des deux côtés en même temps. Eh bien là, non. Ça peut tomber des deux côtés en même temps. En revanche, je vous rassure, les finances publiques ne vont pas financer 2 fois la même assiette. Donc ça, c'est prévu dans la loi. Si on a quelque chose qui est éligible aux deux, le fait de le déclarer dans le CIR, ça a un effet d'éviction sur le SICO et réciproquement. Alors comment ça marche? En fait, si vous prenez une sorte de théorie des ensembles, vous imaginez comme les enfants à l'école, vous avez des conventions de sous-traitance qui sont uniquement éligibles au CIR. Vous avez certaines conventions, on va passer vite parce que c'est l'exception, de collaboration qui pourraient n'être éligibles qu'au SICO. Et vous avez des conventions de collaboration au milieu, Jean-Charles l'a rappelé avant avec le BOFIP, qui peuvent se trouver éligibles au CIR et au SICO. Et bien là, en fait, il appartient à l'entreprise, donc c'est là qu'il y a du recoupement, il appartient à l'entreprise de choisir l'un ou l'autre. Alors dans la généralité des cas, comme le taux du SICO, il est de 40%, ça va souvent être plus avantageux si on n'a pas déjà saturé le plafond de 6 millions annuels. Si on sature le plafond, on va se retrouver dans le CIR. Et puis après, vous allez avoir des cas particuliers où le taux facial de 40% du SICO pourrait se retrouver moins avantageux que le 30% du CIR. Donc voilà, donc pas de recoupement dans l'assiette, heureusement pour les finances publiques, mais vous avez des conventions qui rentrent dans les deux. Il faut faire un choix avisé et sérieux. Eh ben, parfait pour toutes ces explications. Beaucoup de questions encore, Lucille. Si on revient sur le concept de collaboration que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a finalement de bonnes ou de mauvaises collaborations par rapport au SICO? Alors, bonne ou mauvaise, je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus normé. On vous a fait un petit slide avec les 6 critères voilà, que vous avez à l'écran. Je vais les prendre de droite à gauche pour s'assurer que nos auditeurs suivent plutôt que de gauche à droite. C'est des conditions qui sont précises et cumulatives. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas Lucille Chabanel qui a fixé ces critères-là ou qui vous les explique à titre de... Voilà, comme les critères de Lionel sur les critères du CIR. Là, c'est une grille qui nous vient du législateur. Donc chacun des critères qu'on va évoquer, ils sont tous cumulatifs et prévus dans la loi. Ça ne ressort pas uniquement de commentaires de TAJ ou de l'administration. Donc ça veut dire que s'il en manque un seul, on sort du SICO. On peut éventuellement revenir dans le CIR, comme on l'a évoqué, si les conditions du CIR sont remplies. Ce que ça veut dire, ça a une implication directe, c'est que pour le CIR, allez, en simplifiant, on peut dire que 80% du jeu et de l'analyse sont à faire côté scientifique. Côté SICO, en simplifiant, c'est à peu près le contraire. 80% de l'effort d'analyse est à faire côté juridico-fiscal. Et bien souvent, en plus, sur des projets de collaboration publique-privée, on est sur des sujets assez amont où la notion d'éligibilité scientifique, elle s'évalue assez bien. Donc en fait, c'est un sujet qui est plus fiscal, plus juridique. Et on a une autre différence, c'est qu'il faut le regarder au stade de la conclusion, voire idéalement un peu avant la conclusion du contrat. Pourquoi? Parce que sur le CIR, on a l'habitude de regarder un peu dans le rétroviseur à la fin de l'année quel est le montant qui peut rentrer dans le CIR de projets, d'euros, etc. Sur le SICO, si on s'y prend à la fin de l'année, on risque d'avoir un certain nombre de conventions qui, dans l'esprit, on est bien dans une vraie collaboration, et je vais quand même répondre à votre question là-dessus, mais il nous manque certaines des conditions obligatoires de la loi, ou bien pas tout à fait, donc on sera obligé, en tant que conseil, dans ces cas-là, de dire à nos clients, comme ce sont des conditions obligatoires, légales et cumulatives, ça ne marche pas. Alors, quelles sont-elles, ces conditions? De droite à gauche. Alors, voilà, on va partir de droite à gauche. À droite, il faut que le contrat soit signé préalablement à l'engagement des travaux. Et ça nous vient du droit communautaire, c'est pour la notion d'incitativité. Donc on sait que là-dessus, la France a peu de marge de manœuvre, enfin n'a pas de marge de manœuvre, et c'est à cause du droit communautaire que ça a été rédigé comme ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la convention, elle laisse la possibilité à l'organisme de recherche, à l'ORDC, de publier
en étant signataire de ces papiers de recherche dans les journaux scientifiques. Bon, ça posera, c'est heureux et ça posera pas forcément de difficulté, mais c'est un bon rappel. Le troisième point qu'on aurait pu mettre en premier, qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai partage des risques et des résultats. Ça suppose que les parties prenantes à la collaboration aient défini ensemble un objectif commun et défini une répartition des tâches et des travaux. Et ça va jusqu'à la propriété intellectuelle. Il faut aussi que la propriété des travaux et des résultats, elle soit partagée. Tout ne peut pas arriver et échoir seulement à une des parties prenantes. Je vais sauter la quatrième. On a un principe après qui est la facturation au prix de revient, sans marge. Donc ça suppose d'être capable de le prouver, soit par une clause qui le dit comme ça dans le contrat, soit avoir ce que nous donne le BOFIP comme grille de lecture. La sixième condition, c'est pour enfoncer le clou sur la réalité de la collaboration. On n'a pas une vraie collaboration si les deux parties prenantes n'ont pas un risque financier. Il faut qu'il y ait au moins 10% de risque financier conservé par l'ORDC, par l'organisme de recherche. Et pour s'assurer que, donc tout ça normalement, dans la généralité des conventions de collab, ça permet de respecter l'encadrement communautaire des aides d'État. Mais pour s'assurer, pour faire ceinture et bretelles, qu'il n'y aurait pas d'exception à l'exception, le législateur a rajouté par amendement juste avant Noël, au texte initial du SICO, cette contrainte qu'il appartenait aux entreprises. Donc ça met une responsabilité d'aller vers sa direction juridique et de dire, ou son conseil, est-ce qu'on respecte bien l'encadrement communautaire des aides d'État, même si on a déjà fait tout le reste. Bon, ça fait beaucoup de questions qui ont été répondues, mais j'en ai encore d'autres. J'ai encore toute une rafale de questions qui me tiennent à l'esprit. Je vois que Lionel vous écoute attentivement là aussi en la matière, et je pense tous nos auditeurs, parce que c'est assez nouveau, et puis il y a des questions qui appellent des réponses pratiques, en quelque sorte. Alors, les conventions d'encadrement des thèses aux entreprises, c'est très important évidemment. Est-ce que ce sera éligible au SICO? Première question. Et puis la deuxième, sur nos fameux essais cliniques qui sont confiés au CHU, évidemment très souvent. Vous nous disiez que c'était un peu eux qui avaient été un peu les grands perdants, d'où ces mesures compensatoires qui avaient été mises en place. Alors ça rentrera dans le SICO ou pas? Alors voilà, deux questions. D'abord les thèses et puis après les essais cliniques. Je vais essayer de répondre, mais bien sûr, il faut vérifier toutes les autres conditions juridiques sont remplies, précaution d'avocate. La première, globalement, ce sera oui. Une convention d'encadrement de thèse en entreprise type CIFRE ou autre format fera bien partie des choses qui sont d'une collaboration au sens du SICO, selon moi. Pour les essais cliniques, malheureusement, la réponse est moins évidente. Alors, il n'y a pas que les essais cliniques qui étaient perdants. Il y avait aussi tout ce qui était un peu société de l'essaimage académique et puis plus généralement les grosses collaborations publiques-privées. Pour les essais cliniques, quand on est dans la convention modèle contrat unique avec les hôpitaux, malheureusement, on n'est pas dans le SICO. Pourquoi? Parce qu'on a en général un promoteur qui a défini, on va dire, un protocole, et donc on n'a pas cette notion de définition en commun, on n'est pas dans une vraie collaboration. Donc là, malheureusement, la mesure compensatoire, elle ne va pas compenser forcément. Vous avez certains essais cliniques plus exploratoires ou plus innovants, où l'on a encore cette notion de vraie collaboration, mais dans 90%, je peux me tromper sur les chiffres, mais dans les dossiers que je rencontre, dans la très très grande majorité des cas, les conventions sur les essais cliniques ne rentreront pas dans le SICO. Alors, autre question, Lucille. Une convention portant entre une entreprise et un laboratoire commun type, vous savez, les unités mixtes de recherche, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça rentre? Et puis, quid des IRT? Vous savez, ces fameux instituts de recherche technologique qui étaient pas mal montés en puissance. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, sur les laboratoires communs, il faut effectivement vérifier au cas par cas à chaque fois la convention en train d'être rédigée, est-ce qu'elle remplit bien les conditions? Mais dans l'esprit, on est bien dans ce qui est visé par le SICO pour moi, si vous voulez. Les facturations à des entreprises au titre d'une UMR, dans le cadre d'une UMR entre une entreprise et un labo public, oui, pour moi, on est dans l'esprit du SICO, sous réserve de bien faire des contrats qui répondent aux conditions. Parfait, donc laboratoire commun, IRT, qui était véritablement un point d'interrogation. Alors IRT, là je vais jouer le joker. C'est un vrai point d'interrogation et mon sentiment aujourd'hui, je vais être transparente, c'est que la réponse ne sera pas la même, ça peut vous sembler étrange, pour tous les IRT. En fait, tous les IRT n'ont pas été structurés pareil, certains sont des fondations de coopération scientifique, certains sont des sociétés anonymes, ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes conventions de collaboration avec leurs partenaires, et donc il me semble aujourd'hui que là-dessus, c'est pas du tout évident qu'ils soient tous des ORDC au sens du SICO, et il est possible que certains le soient,
et d'autres non. Donc on n'aura pas forcément une réponse unique là-dessus. Alors, juste pour préciser, comment va se passer le tuilage, hein, à un moment, je crois que c'est Jean-Charles tout à l'heure qui a eu cette expression en tête, le tuilage du doublement au SICO pour les conventions de collaboration qui sont en cours. Alors là, c'est un petit peu boule de cristal parce qu'il y a un décret d'application du SICO qui n'est pas sorti, de même qu'un BOFIP que l'on attend avec des précisions tant du ministère de la Recherche que de la DLF. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? La première chose, c'est que il faut qu'on rentre dans la fenêtre temporelle signature 1er janvier 22 à 31/12/25. Ce que ça veut dire, c'est que des avenants dont le motif serait principalement fiscal, on va dire ça comme ça, avec le même contenu R&D et les mêmes facturations, qui copie-colleraient dans une nouvelle convention, ça, je pense que c'est important pour les entreprises d'être conscientes que ça ne pourra pas fonctionner. En revanche, si on rattache à des conventions existantes des nouvelles conventions avec des nouveaux objectifs recherche et des nouvelles facturations, et qu'on s'assure de remplir toutes les conditions, pourquoi pas ? Ça, c'est quelque chose dont on espère qu'il se sera éclairé par précision d'un nouveau BOFIP à venir pour avoir, on va dire, une règle du jeu plus transparente et plus claire pour tout le monde. Ce ne sera pas simple, hein, ce n'est pas un régime simple SICO, c'est un régime qui est bienvenu en tant que mesure compensatoire. C'est bienvenu parce que c'est le moment aussi de favoriser la collaboration publique-privée. En revanche, c'est au prix de la simplicité qui n'est pas forcément là. Eh ben, on viendra évidemment vous voir sur tout dossier concernant le SICO, je l'espère, tellement vous nous avez été clair dans vos explications. C'est quand même la grande affaire, on est d'accord, hein, cette année, c'est ce fameux SICO. Alors, on va passer, si je puis dire, aux autres mesures d'actualité, presque du menu fretin, hein, en comparaison. Mais il y a quand même des choses intéressantes concernant les jeunes entreprises innovantes et puis le CI, le C2I, le crédit impôt innovation. Vous avez préparé là aussi, je crois, un petit slide. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Par la jeune entreprise ? Par le JEI, par exemple. Voilà, alors allons-y. Qu'est-ce que vous avez retenu comme cette année ? Alors, la jeune entreprise innovante, on a un rappel, mais je pense que les entreprises connaissent bien les catégories d'exonération, notamment en matière de charges patronales, réduction significative des charges patronales, sous condition, voilà, si on remplit les conditions du régime, notamment d'indépendance et 15% des charges qui correspondent à des charges de R&D au sens du CIR. Et il y a un point qui était très peu utilisé, c'était, on avait sur le papier une jolie exonération d'IS, la première année de réalisation des bénéfices, et la seconde année, une exonération à 50%. Ouais. Bon, en fait, moi, je l'ai, peut-être pas jamais, mais je l'ai très, très, très rarement rencontré, et effectivement, appliquer cette exonération. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de JEI qui, à la fin de la période de 8 ans à laquelle elles toujours pas gagné d'argent. Elles n'étaient pas encore en situation de payer de l'impôt. Et donc là, on a une mesure qui est toujours utile, qui est que le statut de JEI est étendu jusqu'au 11e anniversaire de l'entreprise. Donc si bien que si on a des entreprises qui deviennent profitables dans cette fenêtre de tir 8e à 11e année, on bénéficiera effectivement de cet exo d'impôt sur les sociétés les 2 premières années. Et ça, vous pensez que de 8 à 11 ans, c'est véritablement un vrai saut et que c'est dans cette période-là qu'on commence à avoir quand même des bénéfices et qui font qu'on aura les licornes de demain, parce qu'entre parenthèses, dans les 25 licornes qui sont aujourd'hui mises en avant par les pouvoirs publics, il y en a énormément, je pense à Blablacar par exemple, qui étaient d'anciennes JUE et qui ont commencé à gagner de l'argent assez tardivement tout de même. 8 à 11 ans, c'est vraiment le bon fossé, le bon saut. Alors, moi je pense que c'est une bonne métrique. Alors les avocats peuvent jamais parler de leurs clients, Arnaud, mais cela dit, oui, je pense que c'est bienvenu d'avoir envisagé ça. On parlait de biotech par exemple juste avant. C'est très clair que très peu de biotech sont déjà profitables. Ça peut arriver et tant mieux. Bien sûr, dans la première tranche, ne serait-ce que vu le cycle de vie de la R&D dans ce domaine-là. Bon, passer de 8 à 11 ans, plutôt une bonne chose. Le C2I, là aussi, qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous nous avez préparé toujours ce slide qu'on voit à droite, là. Sur le C2I, on était sur un peu un point d'interrogation parce que le régime, il avait été borné. Donc, on avait eu un système que les pouvoirs publics appelaient le bornage de certaines niches fiscales. Et donc, s'il n'était pas reconduit, s'il n'y avait pas une mesure votée à la fin de l'année, le C2I était borné. Là, il est toujours borné. Il a été prorogé jusqu'au 31/12/2024. Donc ça, c'est la première chose qui est importante pour les entreprises qui en bénéficient. Et il y a un deuxième point qui a été souhaité par les parlementaires et le gouvernement, qui était d'aligner le taux facial. C'est vrai qu'il y avait tout un tas de débats sur le CIR est à 30%, le C2I est à 20%. Donc le taux facial, désormais, est aligné sur celui du CIR, à savoir 30%. Mais en fait, c'est pas vraiment une augmentation. Ça n'a pas été construit comme une augmentation
de l'incitation fiscale que représente le C2I, puisqu'en fait, en parallèle de ça, il y a la suppression du forfait de frais de fonctionnement. Donc il y a quand même un peu de simplification, et puis le taux facial désormais est aligné. Voilà. Et puis on a une bonification, vous l'avez à l'écran pour ceux qui sont concernés, dans les DOM, ça passe à 60%. Bon. Eh bien, parfait. Ben, merci à vous, ma chère Lucie. Donc, on a tout vu, hein, SICO, et puis actualité, jeunes entreprises innovantes, et puis C2I. Alors, je vais, pour conclure cette séquence, me tourner à nouveau vers vous, mon cher Lionel Draghi, vous qui avez en client hein, de gros industriels, notamment dans la microélectronique ou le spatial, par exemple, hein, le naval aussi. Ce SICO dont on a parlé avec Lucie, là, si on revient à lui, est-ce que ça vous semble être un bon outil pour donner un coup de fouet à cette recherche publique-privée dans vos secteurs? La recherche publique-privée, tout le monde, sur le papier, trouve que c'est formidable, tout le monde là au bout des lèvres, mais est-ce que concrètement, ça peut s'accélérer avec ce SICO dans vos secteurs, par exemple? Alors c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'accélération, puisque finalement il y avait déjà un dispositif existant, donc celui-là remplace un autre dispositif. Après, je pense que vu les 400 millions et quelques euros distribués aux entreprises qui ont disparu, les entreprises vont se saisissent déjà du sujet et vont essayer de le traiter sérieusement, et donc très probablement il y aura du SICO évidemment qui sera distribué. Simplement, il va y avoir cet impact qui est que c'est un processus qui est un peu différent par rapport au processus CIR normal. Le processus CIR normal, c'est un processus qui est principalement a posteriori. On arrive à la fin de l'année de R&D, on peut tout faire. Là, il y a quand même, comme l'a expliqué Lucille, il y a quand même des précautions à prendre. On est plus proche d'un calendrier et d'un processus type subvention. Il y a des précautions à prendre au début des travaux. Donc voilà, ça va modifier un peu l'organisation. Mais je pense que ce sera l'impact principal. Pour répondre très directement à votre question, il n'y aura pas de coup de fouet du fait du SICO. Je serais étonné, mais bon, j'espère que l'avenir me donnera tort. Eh bien, parfait. Merci en tous les cas d'avoir été en notre compagnie tous les deux. On a essayé de respecter au maximum les horaires. Vous nous avez dit plein de choses intéressantes. Ainsi, donc, s'achève cette deuxième partie donc, sur l'éligibilité, le SICO, les jeunes entreprises innovantes et le C2I. Et puis, on va parler dans notre troisième thématique, l'actualité de l'IP Box, donc pour les revenus tirés de la propriété intellectuelle. Et là, on va retrouver donc Jean-Charles Neury et puis Sandrine Rudeau. À tout de suite, restez avec nous. Voilà, et on se retrouve donc pour notre dernière séquence donc consacrée à l'actualité de l'IP Box, hein, refondue dans la loi de finances 2019, et puis qui permet, hein, je le rappelle, hein, de bénéficier évidemment d'un taux préférentiel hein, d'IS sur de 10% hein, pour donc les revenus tirés de la propriété intellectuelle. Voilà. Alors toujours, on vous retrouve donc Jean-Charles Neury et puis donc vous, Sandrine Rudeau. Alors on va démarrer peut-être avec vous, Jean-Charles, sur ce régime hein, qui vise évidemment à favoriser les entreprises, notamment étrangères, hein, à ce qu'elles engagent des dépenses de recherche en France, hein, évidemment, dans notre pays, mise en place donc depuis 2019, refondue. Est-ce qu'il y a une montée en puissance? Est-ce que vous êtes davantage sollicité en la matière? Est-ce que là aussi, ça commence à être bien appréhendé par les entreprises? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean-Charles? Oui, Arnaud, c'est vrai que le régime est monté, comme vous le dites, en puissance, puisqu'il est maintenant, il a presque 3 ans d'âge. Ce qu'on voit, c'est que son ouverture au logiciel, du coup, fait que pas mal d'entreprises, éditeurs ou entreprises de services numériques optent pour ce nouveau dispositif, et clairement je pense qu'il y a une montée en puissance. D'ailleurs ça se traduit dans les chiffres, puisque
on n'a pas beaucoup de chiffres sur aujourd'hui, je dirais, le coût que la nouvelle IP Box représente pour l'État, mais en annexe de la loi de finances 2022, on a quand même une première estimation qui, pour 2020, montre un coût d'environ 700 millions d'euros. À comparer avec l'ancien dispositif, vous savez, vous vous souvenez, de fiscalité des brevets, qui lui, même si pareil, on n'avait pas énormément de chiffres, était aux alentours de 300 millions. Donc vous voyez quand même que clairement, le régime monte en puissance. Bon, avec un bel effort donc du législateur. Est-ce qu'on a un peu d'actualité sur 2021? Là aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir en matière d'IP Box, Jean-Charles? Alors écoutez, en termes d'actualité, on n'a pas encore, je dirais, de doctrine modifiée ou de jurisprudence, puisque le régime est assez neuf. Néanmoins, il nous semblait intéressant de revenir sur deux arrêts qui ne sont pas forcément liés directement au nouveau régime, mais qui peuvent avoir des impacts. Le premier que je pense vous avez à l'écran, c'est un arrêt SAP Holding, qui en fait est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui est très récent, hein, qui a été publié en décembre 2021. Et donc, oui, voilà, donc c'est ça. Et qui effectivement revient un petit peu sur les conditions formelles pour bénéficier de l'ancien régime. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'était dans cet arrêt qui concerne l'ancien régime, le contribuable avait réclamé le bénéfice du taux réduit sur des licences de brevets sur la base de 2 dossiers justificatifs qui avaient été réalisés par son conseil. Et l'administration, suivie par le juge, a considéré que ces éléments n'étaient pas suffisants, faute pour le contribuable d'avoir tout simplement produit les contrats de licence eux-mêmes. Donc cet aspect, je dirais, formalisme du contrat est important. Ça veut dire que probablement l'arrêt serait le même sous l'empire du nouveau régime. Et donc, au-delà de la documentation justificative qui est désormais obligatoire, je pense que ce qui est important, c'est que les déclarants au nouveau régime IP Box conservent très précieusement l'ensemble de leurs contrats de licence, que ce soit des brevets ou de logiciels, puisque ça sera clairement un des premiers éléments demandés. Alors, vous avez préparé, je crois, un deuxième slide, hein, c'était Soprasteria, on en a parlé là aussi tout à l'heure avec Sandrine Rudeau. Pourquoi à nouveau cet arrêt important visiblement, hein? Alors, décidément, on parle beaucoup de Soprasteria, vous allez me dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de l'aspect CIR qu'on a largement évoqué, il y a un deuxième aspect qui porte sur la fiscalité internationale et l'application des conventions fiscales. Cet arrêt en fait concerne la qualification de revenus ou de certains revenus tirés de l'exploitation de logiciels, et notamment la question était de savoir si des revenus de prestations de maintenance et notamment des prestations permettant aux clients du contribuable de bénéficier des mises à jour des logiciels, est-ce que cette rémunération peut être qualifiée elle-même de redevance? Alors, le contribuable, sans revenir dans tout le détail de ces arrêts, a assez logiquement, finalement, considéré que vous avez un contrat principal qui met à disposition de l'utilisateur un logiciel, donc c'est le contrat de licence, et puis au-delà de ça, vous avez des prestations qui s'agglomèrent autour de cette licence, notamment tout ce qui va être prestation de maintenance corrective, mais également maintenance évolutive, pour permettre finalement à l'utilisateur, quand vous prenez un logiciel, en général, le logiciel n'arrête pas d'évoluer. Et donc, cette rémunération-là, spécifique, eh bien, le contribuable défendrait que finalement, ça forme un tout indissociable avec la licence, et que donc, l'ensemble de la rémunération doit être qualifié de redevance au sens des conventions fiscales. Ce n'est pas le chemin qu'a suivi le Conseil d'État, puisque lui, il a raisonné plutôt que sur une logique, on va dire, économique, ou un peu sur la logique, l'accessoire sur le principal qu'on peut avoir, notamment en matière de TVA, il a raisonné plutôt sur une logique purement contractuelle, qui est dans le contrat en cause, vous avez la licence, mais vous avez aussi des clauses distinctes qui prévoient la rémunération notamment, ce dont je parlais, la maintenance évolutive. Et donc, en plus, le Conseil d'État a relevé que c'était des facturations distinctes et que le contribuable avait le choix d'activer ou pas la maintenance. Et donc, en regardant un petit peu cette analyse assez stricte du contrat, le Conseil d'État considérait que les revenus, les rémunérations en tout cas de la maintenance et notamment des mises à jour, ne pouvaient pas être qualifiées de redevances au sens des conventions fiscales. Et c'est là, vous allez me dire, alors quel est le lien finalement avec l'IP Box? C'est là qu'on va rebondir, puisque vous vous doutez bien que pour le logiciel, la qualification de redevance est importante pour savoir si on peut ou pas tomber dans le champ d'application du nouveau régime. C'est ça, donc cette notion de redevance des revenus de logiciel, effectivement, totalement un enjeu très très important pour l'IP Box. Alors, merci Jean-Charles. Je vais me tourner à nouveau vers Sandrine. Alors, aujourd'hui, en charge du contentieux, notamment chez Deloitte Tage. Mais alors, dans une autre vie, vous avez été
inspectrice des impôts, vous avez été magistrate. Alors, je me tourne un peu vers vous sur toutes ces casquettes, finalement, pour vous demander s'il y a un risque que cette jurisprudence soprasteria qu'évoquait Jean-Charles, eh bien, soit transposée à l'IP Box. Donc, la réponse triple casquette. Alors, la réponse triple casquette, je vais le dérouler après, mais la réponse casquette administration, est-ce qu'il y a un risque? Je pense que oui. Ouais. Casquette magistrat, raisonnablement, je pense que non. Casquette avocat, on a vraiment déjà réfléchi à la question en interne et phosphoré avec les équipes pour dire qu'on est assez confiant pour expliquer qu'en fait l'IP Box, ça répond à une logique propre. Alors, pourquoi malgré tout est-ce qu'on s'est posé la question et est-ce qu'on a choisi en fait de parler de cette décision aujourd'hui? On a une jurisprudence qui est rendue pour l'application des conventions internationales. Et dans les conventions internationales, on a une définition de la notion de redevance. On est habitué maintenant, depuis des années, à ce que les rapporteurs publics, pour interpréter les conventions internationales, aillent regarder les commentaires de l'OCDE. Et dans les commentaires de l'OCDE, il y avait en fait une invitation à dissocier et à bien distinguer les prestations. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que chaque impôt obéit à une logique propre. Et on est habitué d'ailleurs à ce que le juge administratif rende des décisions avec des solutions différentes pour deux impôts différents, voire parfois pour une même notion, des solutions différentes pour un même impôt, mais pour un texte différent. Alors, ça peut être une source d'insécurité juridique parfois, ça c'est certain, mais l'avantage en même temps, c'est qu'on aura du coup des arguments pour expliquer que l'IP Box obéit à une logique propre. Et on voit d'ailleurs dans Soprasteria, ce qui est assez rassurant, que le rapporteur public a bien vu, par exemple, que les concepts de TVA ne pouvaient pas être mobilisés pour résoudre ce cas-là. Donc c'est pour ça que c'était vraiment, je pense, une logique propre aux conventions internationales. Maintenant, est-ce que l'administration, elle, pourrait être tentée dans un premier temps de vouloir s'engouffrer dans cette brèche? Oui, ça c'est possible, ouais. Alors, Sandrine, retour à la casquette la plus récente, donc avocate chez Deloitte, donc en charge du contentieux, plus spécialement, chez Deloittage. Alors, est-ce que vous pensez que sur l'IP Box, on aura beaucoup de contentieux ou pas? Vous vous attendez à du contentieux ou pas? Du volume ou pas? Oui. Oui. Oui, clairement. On a des belles éoliennes aujourd'hui derrière nous que nos clients et nos spectateurs, on va dire, ont le plaisir de voir. Donc si j'osais, je dirais qu'on a pas mal d'ingrédients qui vont permettre de faire en sorte que le vent de l'IP Box puisse souffler un peu chez l'administration. On a un régime qui est nouveau. On a un régime qui est incitatif, Jean-Charles, tu l'as dit, 700 millions en montée de régime. Et on a un régime qui est complexe. Il est complexe parce qu'on a des concepts nouveaux qui sont liés au Nexus, parce qu'on a des sujets sur la méthodologie de calcul. On a une notion d'originalité de logiciel qui n'est pas la plus familière de l'administration. Et du coup, si on suit un peu le triptyque, on va avoir des contrôles fiscaux, des questions, à nous d'être suffisamment convaincants pour qu'on n'ait pas trop de rehaussement, mais raisonnablement, si je regarde ce qui s'est passé en matière de CIR, j'ai tendance à vous dire, Arnaud, qu'on se reverra sans doute dans quelques années à l'occasion de conférences pour reparler du contentieux lié à l'IP Box. Eh bien, avec grand plaisir, ce qui fait que j'arrive pas à savoir si vous êtes plutôt confiante ou pas, finalement, sur ces évolutions. Alors, Jean-Charles, vous, quelles seraient vos préconisations, s'il fallait conclure sur ce dossier de l'IP Box? Oui, bien sûr. Bon, c'est difficile, l'affaire Soprasteria, voilà, Sandrine a tout dit, on n'a pas de baguette magique, malheureusement, on va falloir vivre avec peut-être une épée de Damoclès, je ne sais pas, mais en tout cas dans le secteur notamment du logiciel, il faut avoir conscience de cet arrêt. Qu'est-ce que va en faire l'administration? Voilà, Sandrine a tout dit. Nous, je pense que déjà, d'un point de vue purement contractuel, il faut, quand c'est possible, essayer de relier le plus possible la licence et, on va dire, tout ce qui est lié à la mise à jour ou à l'accès aux nouvelles versions des logiciels. Essayer d'éviter d'avoir des flux et des clauses distinctes. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours évident, notamment quand on a avec des contrats avec des clients, avec des tiers, mais enfin, c'est quand même un des éléments de réflexion. Et puis, au-delà de ça, pourquoi pas réfléchir à avoir un peu plus de confort dans un BOFIP qui pourrait être un petit peu amendé. Aujourd'hui, si vous voulez, le logiciel et le BOFIP vise le logiciel et ses versions successives. Peut-être qu'on pourrait demander à l'administration d'aller un peu plus loin dans le confort et d'indiquer que ça
que ça vise ces logiciels, quelle que soit finalement la rémunération, y compris quand c'est distinct de la licence originale elle-même. Bon, voilà. Eh bien, parfait, on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Eh ben, merci à tous les deux. Donc, merci Sandrine, merci à vous, mon cher Jean-Charles. Ainsi, donc, ça achève ce rendez-vous donc de la fiscalité et de l'innovation, donc organisé par les experts de Loitage. Donc, je le lisais tout à l'heure, un peu sous le coup de l'émotion. Hein, je le lisais peut-être parce que c'était en 100% donc studio avec nous, donc et vous en webconférence, vous étiez plus de 150 hein, à être ce matin parmi nous. Donc, merci à vous pour les sujets sur l'IP Box et donc sur l'externalisation de la R&D dans le CIR. Merci à Lucille Chabanel et à Lionel Draghi donc sur l'exigibilité, vous vous souvenez, et puis ce fameux SICO, et puis les dernières évolutions hein, en matière de jeunes entreprises innovantes et de C2I. Merci à toute l'équipe de Loitage, notamment les équipes de la communication, les équipes webmaster, la technique, etc., pour m'avoir aidé dans la réalisation de cette web conférence. Je rappelle que vous avez la possibilité donc de continuer à envoyer vos questions, hein, celles qui étaient sur le chat. Il y aura vous verrez sur le slide de finale, il y aura les adresses mail hein, de nos experts que nous avons écoutés aujourd'hui. Donc vous avez la possibilité de leur poser une question. Et puis je vous donne rendez-vous pour ma part le 5 avril. J'espère que vous serez aussi nombreux à vous brancher sur un sujet ô combien important, la nouvelle conférence en ligne de Loitage, donc consacrée au sujet du financement pour les entreprises, des transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques et digitales. Et ce sera en partenariat avec l'ADEME. Vous verrez, on aura des experts de l'ADEME qui seront avec nous ici en studio. Merci à vous tous et à bientôt.